L'éthique à Nicomaque d'Aristote, livre 10e du plaisir et du vrai bonheur, chapitre 6. Après avoir étudié les diverses espèces de vertus, d'amitié et de plaisir, il nous reste à tracer une rapide esquisse du bonheur, puisque nous reconnaissons qu'il est la fin de toutes les actions de l'homme. En récapitulant ce que nous en avons dit, nous pourrons abréger notre discours. Nous avons établi que le bonheur n'est pas une simple manière d'être purement passive, car alors il pourrait se trouver dans l'homme qui dormirait durant sa vie entière, qui mènerait la vie végétative d'une plante et qui éprouverait les plus grands malheurs. Mais si cette idée du bonheur est inacceptable, il faut le placer bien plutôt dans un acte d'une certaine espèce comme je l'ai fait voir antérieurement. Or, parmi les actes, il y en a qui sont nécessaires, et il y en a qui peuvent être l'objet d'un libre choix, soit en vue d'autres objets, soit en vue d'eux-mêmes. Il est par trop clair qu'il faut placer le bonheur parmi les actes qu'on choisit et qu'on désire pour eux-mêmes, et non parmi ceux qu'on cherche pour d'autres. Le bonheur ne doit avoir besoin de rien, et il doit se suffire parfaitement. Les actes désirables en soi sont ceux où l'on n'a rien à rechercher au-delà de l'acte lui-même, et on estime que ce sont les actes conformes à la vertu. Car faire des choses belles et honnêtes, c'est précisément un de ces actes qu'on doit rechercher pour eux seuls. On peut même ranger dans la classe des choses désirables pour elles-mêmes les simples amusements, car on ne les recherche pas en général pour d'autres choses qu'eux. Mais bien des fois, ces amusements nous nuisent plus qu'ils ne nous servent, s'ils nous font négliger et les soins de notre santé et les soins de notre fortune. Et pourtant, la plupart de ces gens dont on envie le bonheur n'ont rien de plus pressé que de se livrer à ce divertissement. Aussi les tyrans font-ils le plus grand cas de ceux qui se montrent aimables et faciles dans ces sortes de plaisirs, car les flatteurs se rendent agréables dans les choses que les tyrans désirent, et les tyrans à leur tour ont besoin de gens qui les amusent. Le vulgaire s'imagine que ces divertissements font une partie du bonheur, parce que ceux qui jouissent du pouvoir sont les premiers à y perdre leur temps. Mais la vie de ces hommes ne peut guère servir d'exemple ni de preuve. La vertu et l'intellect, source unique de toutes les actions honnêtes, ne sont pas les compagnes obligées du pouvoir. Et ce n'est pas parce que ces gens-là, incapables comme ils le sont de goûter un plaisir délicat et vraiment libre, se jettent sur les plaisirs du corps, leur seul refuge, qu'ils doivent nous faire prendre ces plaisirs grossiers pour les plus désirables. Les enfants aussi croient que ce qu'ils apprécient le plus est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Mais il est tout simple que, de même que les hommes faits et les enfants donnent leur estime à des choses fort différentes, de même aussi les méchants et les bons donnent la leur à des choses tout opposées. Je le répète, quoique je l'ai dit bien souvent déjà, les choses vraiment belles et aimables sont les choses qui ont ce caractère aux yeux de l'homme vertueux. Et comme pour chaque individu, l'acte qui obtient sa préférence est celui qui est conforme à sa propre manière d'être, pour l'homme vertueux, c'est l'acte conforme à la vertu. Le bonheur ne consiste donc pas dans l'amusement. Il serait absurde que l'amusement soit le but de la vie. Il serait absurde de travailler durant toute sa vie et de souffrir rien qu'en vue de s'amuser. On peut dire en effet de toutes les choses du monde qu'on ne les désire jamais que pour une autre chose, excepté toutefois le bonheur, car c'est lui qui est le but. Mais s'appliquer et se donner de la peine, encore une fois, uniquement pour arriver à se divertir, cela paraît aussi par trop insensé et par trop puéril. Selon Anacharsis, il faut s'amuser pour s'appliquer ensuite sérieusement, et il a toute raison. Le divertissement est une sorte de repos. Et comme on ne saurait travailler sans relâche, le délassement est un besoin. Mais le repos n'est certes pas le but de la vie, car il n'a jamais lieu qu'en vue de l'acte qu'on veut accomplir plus tard.
La vie heureuse est la vie conforme à la vertu, et cette vie est sérieuse et appliquée. Elle ne se compose pas de vains amusements. Les choses sérieuses paraissent en général fort au-dessus des plaisanteries et des badinages, et l'acte de la partie la meilleure de nous, ou de l'homme le meilleur, passe toujours aussi pour l'acte le plus sérieux. Or l'acte du meilleur vaut mieux aussi par cela même, et il donne plus de bonheur. L'être le moins relevé, ou un esclave, peut jouir des biens du corps tout autant que le plus distingué des hommes. Cependant, on ne peut pas reconnaître le bonheur dans un être avili par l'esclavage, si ce n'est comme on lui reconnaît la vie. Mais le bonheur ne consiste pas dans ces misérables passe-temps, il consiste dans les actes conformes à la vertu, comme on l'a déjà dit antérieurement.